Je suis Mamadou Touré. J'ai intégré, pour répondre directement à votre question, l'équipe de campagne du candidat Alassane Ouattara à l'époque, en 2008. J'ai été membre donc de la direction des campagnes jeunes. J'ai été son porte-parole pour la jeunesse. Et c'est à ce titre que pendant les élections, ou même après les élections, je me suis retrouvé sur différents plateaux de télé pour défendre le projet de société donc, du candidat, ou pendant la riposte électorale avec bien évidemment d'autres acteurs politiques pour défendre notre ligne qui était donc le respect du résultat des urnes par Laurent Gbagbo. Est-ce aujourd'hui les mêmes enjeux ? Bon, est-ce que ce sont les mêmes enjeux? Je dirais non. En 2010, vous aviez bien évidemment le président Alassane Ouattara, vous aviez le président Rikouna Bédié, vous aviez l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, qui était à la tête donc des 3 plus grosses formations politiques. Donc nous avions une élection très disputée, et d'ailleurs les résultats l'ont démontré au premier tour comme au second tour. En 2015, sans manquer de respect pour les adversaires donc, du président Ouattara, que nous respectons tous, quels qu'ils soient, ce ne sont plus les mêmes enjeux parce que, bon, vous avez pêle-mêle des candidats qui ne sont pas soutenus par des appareils politiques forts, qui ne sont pas soutenus par des partis politiques forts, et cela a forcément aura forcément eu une conséquence sur ces élections. Donc vous avez d'un côté le président sortant Alassane Ouattara, soutenu par la grande famille du RHDP, avec 2 grandes composantes, le RDR et le PDCI. Vous avez en face, vous aurez certainement en face des candidats qui ne peuvent pas se prévaloir donc d'appareils politiques. La 3e force politique de notre pays, qui est le FPI, est en train donc de se déchirer aujourd'hui et partagé entre Afin Guessan qui est candidat et Aboudraman Sangaré qui conteste la légitimité donc d'Afin Guessan et qui certainement est dans une logique de boycott de ces élections. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Par contre, l'enjeu pour nous par rapport donc à 2015, au-delà donc des adversaires qui n'ont pas de poids réel, ça sera le taux de participation. Nous estimons que ces élections sont un rendez-vous entre le président sortant, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, et les Ivoiriens. Ça sera l'occasion pour lui de faire le point de l'ensemble des projets qu'il a défendus en 2010, de faire le bilan de ce qu'il a pu faire entre 2011 et 2015, et l'occasion aussi de renouveler le pacte scellé entre lui et les Ivoiriens depuis donc les élections de novembre 2010. Et donc en cela, la participation sera le taux de participation sera important. Nous comptons agir dans le sens d'une mobilisation générale des Ivoiriens autour donc du président, afin de lui permettre, fort d'une très grande légitimité, d'amorcer son second mandat avec beaucoup plus de sérénité, et ce qui lui permettra bien évidemment de travailler pour le mieux-être des Ivoiriens. Vous avez parlé de certains acteurs qui étaient à vos côtés en 2010 sur le plateau français. Aujourd'hui, il y a certains parmi eux qui sont contraints à l'exil à cause de la position qu'ils affichent aujourd'hui. Quelle lecture vous faites de cette situation? Le régime actuel a tout mis en œuvre pour que la plupart des exilés de la crise 2010 reviennent. Tubus ne représente aucun enjeu pour que nous nous mobilisons contre lui. Donc si l'exil peut lui permettre d'avoir des papiers en France et donc de continuer ses études, tant mieux pour lui, mais Tubus n'est pas menacé en Côte d'Ivoire. Certains candidats aux élections ne sont pas sereins d'aller à ces élections parce qu'ils disent qu'il y a certaines zones de la Côte d'Ivoire qui sont contrôlées et tenues par des chefs de guerre qui ont été nommés dans l'armée par le président Alassane Ouattara. Quelle analyse? Mais ce sont des arguments fallacieux. Et bon, moi, plus globalement,
Je pense aussi que autant dans nos pays africains, il y a des critiques qui s'élèvent contre des dirigeants africains par rapport donc à leur manière de gouverner et par rapport donc à leur capacité à agir dans le sens de leur population, autant on peut se poser aussi des questions sur la crédibilité d'une certaine opposition. Vous avez un pays qui s'est totalement stabilisé, l'administration a été déployée sur toute l'étendue du territoire, vous avez la possibilité de vérifier, aucune force parallèle n'existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La police, la gendarmerie et l'armée ont été totalement réformés et travaillent normalement. Donc je ne comprends pas en fait cette assertion si qu'elle ne met pas en avant le fait que ces personnes se savent déjà battues à une élection présidentielle et donc essaient de trouver des arguments pour ne pas aller aux élections. Nous étions en 2010 ici, le président Laurent Gbagbo, à l'approche même de l'élection présidentielle, avait pris un acte, un décret pour déployer des forces de l'ordre un peu partout sur l'étendue du territoire. Cela n'a pas été pris comme prétexte par nous pour ne pas aller à des élections. Nous savions que le plus important, c'était donc l'adhésion des Ivoiriens. Et d'ailleurs, même au sein de l'armée, vous savez que le président Ouattara en 2010 a eu au second tour plus de 60% dans les casernes militaires. Et donc, le plus important, c'est le processus en lui-même. Est-ce que la CEI, et on vient de le voir, a pu nous obtenir une liste électorale fiable, incontestée? Oui, puisque à l'issue du processus, ces mêmes acteurs qui avaient parlé de prétendues fraudes avec des millions de personnes qui seraient enrôlées pour influencer le résultat des élections, ont vu après qu'elles sont tombées dans la démagogie, dans le populisme, puisqu'il y a à peine 300 000 personnes nouvelles personnes qui sont ajoutés sur la liste électorale. Et aujourd'hui, il n'y a aucune contestation sur cette liste. Est-ce que la sécurité, l'environnement sera garanti pour que tous ceux qui sont candidats et dont les candidatures seront acceptées puissent agir tranquillement? Mais on peut regarder aujourd'hui, certains candidats déclarés font leurs activités à Boaké ou ailleurs sans être inquiétés. Donc je pense que ceux qui disent ça gagneraient à avoir un projet, à aller à la rencontre des Ivoiriens, à chercher à avoir l'adhésion des Ivoiriens pour espérer battre le président Ouattara. Et comme je l'ai dit à ces nouveaux confrères, c'est vrai que cela peut paraître comme une utopie, vu qu'aujourd'hui nous avons pris une longueur d'avance sur tous nos adversaires, longueur d'avance à travers donc les différentes réalisations, les progrès réalisés par le président et le gouvernement sur tous les plans. Et ce sont des résultats appréciés par les Ivoiriens. En 2009, vous avez initié les assises de la jeunesse ivoirienne. Quels étaient les objectifs ? Nous avons voulu, alors que cette jeunesse était stigmatisée, violente, les marches, les casses, ainsi de suite, initier ce forum, les assises de la jeunesse ivoirienne, pour mobiliser l'ensemble des jeunes ivoiriens autour des préoccupations essentielles des jeunes, sans tenir compte de leur appartenance politique, idéologique, ainsi de suite. Nous avons commencé avec 300 personnes en 2009. Aujourd'hui, donc cette année, nous avons eu près de 30 000 jeunes qui ont participé à ces assises et notre satisfaction, c'est que ces assises ont transcendé tous les clivages politiques, parce que c'était l'une des inquiétudes, on transcende tous les clivages politiques. Vous avez eu toutes les jeunesses des partis politiques de notre pays, les partis représentatifs aussi bien de l'opposition que du pouvoir qui ont participé. Vous avez aussi beaucoup de jeunes de la société civile qui sont en politique, qui sont retrouvés donc dans ce forum pour échanger sur les questions d'emploi, pour échanger sur les questions de formation, pour avoir des ateliers de formation sur le leadership, en gros pour définir eux-mêmes leur propre perception des politiques publiques mises en place pour eux et définir eux-mêmes leur propre avenir, comment ils se projettent donc ces futures années. Donc voici un peu ce pourquoi nous avons initié les assises de la jeunesse et d'ailleurs en novembre 2016 nous organiserons la 5e édition de ces assises. Justement, parlant d'emploi, aujourd'hui, les Ivoiriens parlent de rattrapage ethnique en ce qui concerne la politique d'emploi qui est menée par le gouvernement Ouattara. Votre analyse? Je peux donner une réponse facile, qui est de dire que c'est faux. Maintenant, après, ça sera ma parole contre la parole de ceux qui disent qu'il y a un rattrapage. Mais ce qui peut nous départager, ce sont les statistiques. Toutes les nominations à toutes les fonctions importantes de l'État de Côte d'Ivoire fait l'objet d'une publication soit en Conseil des ministres, de décrets, et ainsi de suite. On peut vérifier, depuis que le président Ouattara est là,
le nombre de cadres nommés et en fonction des cadres nommés, regarder sociologiquement les origines de ces cadres. En 2012-2013 déjà, nous avions les premières statistiques sur 188 personnes qui ont été nommées à de hautes fonctions. Je parle de PCA, je parle de DG, je parle des directeurs centraux. Le RDR, le parti d'origine du président Ouattara, pouvait revendiquer 53 personnes et les autres partis 133 personnes. Les cadres issus du parti du président Ouattara représentaient 32% des nommés. Et comme par hasard, cela coïncide avec le score qu'il a eu au premier tour, mais c'est vraiment un hasard. Et les autres cadres issus donc des autres formations politiques ou de la société civile représentaient un peu plus de près de 68% de la population. Donc au-delà de ces discours de propagande, il y a la réalité des faits et ces élections à venir seront l'occasion pour nous de dire réellement ce qu'il y en est. Il n'y a pas de rattrapage ethnique en faveur d'une région donnée. D'ailleurs, et ça c'est important de le signifier, c'est le président Ouattara qui a initié ou qui a introduit l'éthique dans les mécanismes donc, de nomination de hautes fonctions. Vous devez savoir que dans notre pays, tous les fonctionnaires ou tous les cadres ou tous les hauts cadres d'administration proposés à des nominations passent d'abord au sein d'un comité restreint présidé par le Premier ministre, qui n'est pas du même parti que le président de la République. Le secrétaire général, le secrétaire de ce comité, c'est le ministère de la fonction publique. À l'époque, c'était le ministre Nyamia Kona, aujourd'hui le ministre Issé Bakongo, avec plusieurs membres du gouvernement. Il y a une première lecture donc, des candidatures, s'assurer que les critères de compétence, d'équilibre sont respectés avant que le président n'appose sa signature pour le décret de nomination. Il aurait pu, parce que la Constitution le lui permet, nommer directement des personnes à des fonctions de responsabilité, mais compte tenu de l'histoire récente de notre pays, il a mis en place tous ces mécanismes justement pour éviter qu'il y ait des travers donc, dans le processus de nomination dans notre pays. Vous faites partie de l'équipe de campagne du président Alassane Ouattara et la campagne a déjà commencé, mais il y a certains candidats qui parlent d'inéligibilité de votre candidat. Que répondez-vous? D'abord, c'est un débat totalement absurde. Il est président en exercice. Comment on peut expliquer qu'un président qui exerce depuis plus de 4 ans ne puisse pas être éligible à une élection, surtout que la loi ne lui interdit pas d'être éligible. Ça, je le dis et je viens vraiment le signifier. Le président Ouattara n'est pas concerné par l'article 35 de la Constitution. Il est ivoirien de père et de mère. Il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Et déjà à l'époque, il avait dit que certainement la loi le visait, mais il ne se sentait pas concerné. Il a même produit à l'époque tous les documents afférents donc, à cette situation. Il y a eu une décision politique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la Cour suprême qui a rendu cette décision sur laquelle certains de nos opposants qui ne veulent pas compétir face au président Ouattara parce que c'est sa chambre battue prennent comme argument. Monsieur Tiakone, il y a quelques mois, à un meeting dans une localité de la Côte d'Ivoire à Mans, a déclaré officiellement a demandé pardon officiellement à la nation pour cette décision rendue contre le président Ouattara, a dit que ce sont des considérations politiques qui ont prévalu à cette décision que des considérations d'ordre juridique. À partir de ce moment-là, tout autre argument pour nous est fallacieux. Et ce que je dis, il faut que les gens apprennent à compétir. La démocratie, c'est la saine compétition. Si vous estimez que vous avez l'adhésion des Ivoiriens, si vous estimez que Alassane Ouattara est vomi par les Ivoiriens, mais allons aux élections dans des conditions transparentes et puis vous le battrez. Mais pourquoi certains refusent la culture de la compétition électorale dans des conditions transparentes? Voilà, donc ce débat est fallacieux, il ne nous intéresse pas. Il a déposé sa candidature, nous avons un conseil constitutionnel qui va analyser l'ensemble des candidatures, y compris la candidature donc, du président Alassane Ouattara, et le conseil constitutionnel dira quels sont ceux qui sont aptes à aller compétir.